Bonjour et bienvenue pour ce review de la série H.O. Le film d'aujourd'hui s'appelle Sale temps à l'Hôtel El Royal, Bad Times at the El Royal. Il est réalisé par Drew Goddard. Il est sorti au cinéma le 7 novembre 2018. Je l'ai vu au cinéma et en version originale. S'autotutune dans le vif du sujet, Drew Goddard, c'est un sacré gars. Selon moi, un très beau palmarès. La cabane au fond des bois, en tant qu'auteur-réalisateur. Daredevil, créateur de la série notamment. Sale temps donc à l'El Royal. Du tout bon selon moi, mais je vais vous en parler. À la base, c'est surtout un scénariste, notamment sur les séries Buffy, contre les vampires, série qui est un petit peu vieille maintenant, alors j'en reparle un tout petit peu. C'est une très bonne série soap, sur le passage à l'âge adulte. Qui maintenant, déjà à l'époque, mais encore plus maintenant, est délicieusement kitsch. L'héroïne fait du karaté en tatanant des monstres en plastique, donc il y a de quoi rigoler. Mais c'est très très bien écrit. C'est une série qui a une très belle évolution sur la question du passage à l'âge adulte, tout simplement. Je vais pas en reparler, c'est un sujet en soi. Et elle a été créée notamment par Joss Whedon à l'époque, réalisateur de Avengers 1 et 2, mais aussi de Firefly, etc., etc. Il est très connu et du raté Justice League, mais en fait, j'ai déjà fait une review dessus, si vous voulez savoir mon avis sur la question. C'est pour ça que je ne dirais pas que Justice League est un film de Joss Whedon, ou même un projet de Joss Whedon à la base. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous renvoie donc à ma critique de Justice League. Quoi qu'il en soit, Drew Goddard a écrit 5 épisodes. Alors, ce serait intéressant de savoir quel épisode exactement il a écrit pour Buffy contre les vampires. C'est peut-être un exercice à faire à l'occasion, je sais pas. Je vais peut-être le faire à l'occasion pour un hors-série, je sais pas. Si on retrouve le style des scénaristes dans les épisodes qu'ils écrivent pour des séries. Parce que je parle souvent des scénaristes ici, et je creuse pas toujours. Bref, on verra. Si j'ai le temps de faire ça, ça pourrait être sympa. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, il a aussi écrit pour la série Angel, le spin-off de Buffy, qui a fait connaître notamment David Boreanaz, l'acteur de Bones. Il a aussi écrit 5 épisodes. Il a aussi écrit 5 épisodes pour la série Alias, série de J.J. Abrams, qui avait eu une grosse hype à l'époque, excusez-moi, et qui a fait le succès notamment de Jennifer Garner. Mais honnêtement, moi je suis complètement passé à côté, je l'ai jamais vu cette série, ou quasiment jamais. Ou alors je voyais, je captais rien parce que j'avais pas suivi l'intrigue du tout. Mais c'est un bon signe pour montrer que d'être sur ces 3 séries au début, juste avant la fin des années 90 et le début des années 2000, c'était plutôt un scénariste en vogue, le petit Drew Goddard. Il roulait sa bosse dans des séries qui fonctionnaient très très bien. Il a aussi créé notamment le scénario du film Cloverfield. C'était un film qui était sorti dans le moment de la vague des films en found footage. Vous savez, les films où on est supposé retrouver juste la pellicule et on se les regarde et c'est le film tel quel. Et c'est paradoxalement Cloverfield pas un très bon scénario selon moi, même si l'idée de base est cool. D'ailleurs, c'est la marque des projets de Drew Goddard. En général, c'est des idées de base plutôt hypantes et cool à la fois. C'est des bonnes idées de base pour faire des films et qui ont tendance à être, très bankable dans l'idée. Ça veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais il a ce petit truc qui fait que la plupart des projets, quand on regarde sa filmographie, ils avaient un petit côté hypant déjà au départ. Donc Cloverfield, pour faire la version courte, c'est une invasion extraterrestre vue du point de vue d'un groupe de personnes complètement perdues au milieu d'une ville en pleine attaque de monstres. C'est franchement pas mal comme idée. À la réalisation, ça se discute. C'est un film que je discute beaucoup parce que c'est un film qui a notamment donné une très mauvaise réputation et qui a insisté sur le côté gerbant, vomitif des films à caméra à l'épaule. Et je pense pour de mauvaises raisons. Cloverfield est un scénario qui aurait probablement pas dû être tourné en found footage en fait. Peu importe. J'y reviendrai à l'occasion. Tiens, je vais peut-être faire une petite review dessus pour expliquer mon point de vue sur cette question. Quoi qu'il en soit, Drew Goddard avait écrit le scénar, et encore une fois, c'était une bonne idée à la base. Il a aussi écrit sur la série Lost de J.J. Abrams, encore une fois. Série à succès énorme que moi je n'ai pas regardé du tout, mais qui a fait un succès de fou. C'est pour dire, c'était vraiment un scénariste en vogue aussi. Ça souligne ça. Il a écrit La cabane dans les bois, qui est un excellent scénar. Et je ferai une review dessus complète une autre fois, donc je vous en parle pas. Il a notamment aussi participé au four au World War Z. A priori, c'est surtout un film qui a été une production extrêmement foireuse, où il y a eu de très gros problèmes entre le réalisateur et Brad Pitt, qui était le producteur-acteur principal, bref. Je vais probablement faire une review complète sur World War Z, parce que visiblement, ça a été un très 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 gros bordel, notamment que c'est adapté à la base d'un livre qui est plutôt une sorte de compte-rendu, comme si c'était un compte-rendu qu'on faisait à l'ONU, vous voyez, et le film a plus grand-chose à voir avec ça.
Et en plus, il y a eu cette production très très chaotique, compliquée, avec plusieurs scénaristes qui sont passés par là, notamment Drew Goddard. Donc bref, je ferai une review complète dessus. C'était un sujet en soi, World War Z. Je vous conseille d'aller écouter le podcast 24 FPS qui en avait parlé très très bien. Très très intéressant retour sur le film. Podcast très intéressant notamment parce qu'ils font des retours de films en détail, scène par scène. C'est assez foufou comme travail, ça dure en général 1 heure ou 2, ça leur demande un taf de fou. Je vous conseille d'aller écouter ce qu'ils font, c'est vraiment sympa. C'est un peu long, c'est clair, mais je trouve qu'ils, comme ils sont deux et qu'ils dialoguent pas mal, c'est plutôt sympa, ça passe bien. Bref, si vous voulez écouter un bon podcast sur World War Z, je trouve que eux, ils avaient fait du bon taf. 24 FPS, allez-y, c'est intéressant. Et donc Drew Goddard, il a aussi écrit le scénario de Seul sur Mars, un excellent scénario avec une excellente réal qui donne un film excellent. Je ferai probablement un épisode dessus, peut-être d'après le film sur Seul sur Mars, parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve très très réussies. Et c'est un film qui parle beaucoup de films sur l'espace, des films de notre époque sur l'espace, avec les nouvelles technologies, notamment la 3D et ainsi de suite, qui permettent d'aller beaucoup loin dans la mise en scène des films dans l'espace. Il y a tout ça, mais aussi dans l'écriture. C'est un film vraiment vraiment bien foutu, Seul sur Mars. Bref. De toute façon, on a eu une période comme ça un petit peu folle, pour la petite parenthèse, où on a eu Gravity, coup sur coup Gravity, Interstellar et Seul sur Mars, qui chacun à leur manière ont parlé de l'espace, ont mis en scène l'espace de manière très singulière et très forte, et qui sont 3 perles, 3 pépites. Des films qu'on ne peut pas comparer, je trouve. Bien qu'ils se passent tous les 3 dans l'espace, on pourrait les ranger dans un genre, mais je trouve que c'est... pour le coup, c'est des films qui ont tellement réussi à être singuliers que ça me paraît hors sujet. Bref, j'y reviendrai à l'occasion aussi. Seul sur Mars, c'est un sujet en soi. Et donc, le dernier film qu'il a scénarisé, Saltan à l'Hôtel El Royal. Un scénario qui est aussi de qualité. Bref, vous avez compris où je voulais en venir. Drew Goddard, c'est un mec qui a un pédigré très sympathique. Drew Goddard, c'est un peu... il est fan-friendly, quoi, parce que les pitchs de ses films sont accrocheurs, mais derrière, il y a un bon, voire un très bon travail de scénario. C'est une vraie force dans notre époque de faire de créer des hypes autour de projets où finalement le résultat final est à la hauteur de la hype qu'il avait créée. On est quand même dans une époque où souvent la hype est gonflée de vide. On est dans une époque de l'annonce, du marketing, dans le mauvais sens du terme, du projet gonflé sur rien du tout, comme je le disais, et qui font souvent pchit à leur sortie. Donc ça fait plaisir d'avoir un réalisateur où on se dit il y a peu de chances que ça parte en vrille, parce qu'en général quand il était là, c'est que ça allait aller vers quelque part. Alors vous allez me dire que World War Z est loin d'être une réussite, mais bon, encore une fois, je crois qu'il a été scénariste consultatif dessus, il a écrit aussi, mais le film était déjà en fait un gros bordel. Mais je ferai un sujet en soi pour expliquer World War Z. Finalement, je pense pas que Drew Goddard ait eu grand chose à voir là-dedans. J'y reviendrai à l'occasion. Le bon exemple que j'ai en tête du côté hype et assumé jusqu'au bout des projets de Drew Goddard, c'est notamment Daredevil, où il choisit vraiment d'adapter ce super-héros de manière entre guillemets réaliste, puisqu'il a quand même des capacités exceptionnelles. Mais on comprend très vite que le sujet de la série, ça va être comment faire ce qui est juste quand on est un justicier. Comment faire ? Et du coup, on a un héros qui saigne, qui souffre, qui provoque aussi la mort et la violence, qui grosso modo provoque autant de bonnes choses que de mauvaises, ce qui est un excellent point de vue. Et la série l'assume jusqu'au bout. C'est pas seulement le pitch de départ, ça continue dans toute sa continuité depuis 3 saisons maintenant. C'est brillant. Et c'est vraiment parce que le point de départ, c'est Drew Goddard qui est allé voir... j'en ai parlé dans mon retour sur les séries The Defenders. Je vais ressortir bientôt la partie sur Daredevil saison 1 et 2. Et vous verrez que ça a été très compliqué et que Drew Goddard est sorti de plusieurs projets et est revenu à un moment donné avec cette idée d'approche. Au départ, il voulait faire un film et finalement Netflix n'était pas d'accord de faire rentrer dans le MCU à ce moment-là. Pas Netflix, pardon. Marvel Studios voulait pas faire rentrer dans le Marvel Cinematic Universe un héros aussi hardcore. Il voulait quelque chose d'un peu plus simple et donc Drew Goddard est revenu un peu à la charge à un moment donné avec cette idée de faire plutôt une série. Et il a fait naître ce projet The Defenders, avec à la base, au centre, on va dire, dans la colonne vertébrale, Daredevil. Et ce fut une très bonne idée, puisque grâce à lui notamment, on a eu ensuite l'arrivée de Melissa Rosenberg et de l'excellente série Jessica Jones. Je vous ai déjà fait des retours là-dessus, je vous conseille d'aller écouter si vous le connaissez de mon point de vue jusqu'au bout. L'autre exemple aussi que j'ai en tête pour montrer que c'est un mec qui a un point de vue singulier et qui arrive à le tenir jusqu'au bout, c'est le premier film qu'il a réalisé et écrit, qui s'appelle La cabane au fond des bois, qui est un slasher classique, avec tous les clichés du slasher,
où justement les personnages finissent par sortir de leurs clichés. Ce qui est une très bonne idée. C'est pas forcément original, hein. Tous les slashers intelligents essaient de faire ça, plus ou moins. Ils essaient de faire en sorte de sortir des clichés du slasher à un moment donné. Sinon, ça reste un slasher lambda, et au final, les slashers lambda, on en a des camions et des camions et des camions depuis que le style a été créé. Je vous renvoie à la vidéo de notamment Chroma, de Karim Debache et de son équipe, sur, je crois que c'est Nightmare at Christmas, ou je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, où il parle très très bien de la genèse des slashers, hein. Vous en aurez un historique beaucoup plus précis que ce que je suis en train de vous dire, mais grosso modo dans l'idée, très vite on a compris que si on voulait que le slasher fonctionne, il fallait commencer éventuellement par les clichés du slasher, le tueur tout seul, sanguinaire et tout ça, armé d'une arme blanche éventuellement, et qui court après des gens sans avoir besoin de courir, plein de clichés comme ça. Et les héros qui sont en général des ados, qui vont se confronter donc, qui sont les clichés des adolescents, excités sexuellement, blablabla, des adolescents bien sûr joués par des acteurs de 30 ans, hein, c'est logique, et qui vont être comme ça la cible du tueur pendant une partie du film, et qui vont commencer à mourir les uns après les autres. Donc sur ce cliché très simple, il faut à un moment donné en sortir, sinon le film va rester un slasher de base qui va intéresser peu de monde. Ou alors les aficionados des slashers. C'est déjà difficile de faire un bon slasher comme ça, faut m'entendre, mais en général, quand on est un peu, entre guillemets, en recherche de faire du cinéma, et non pas seulement de faire de l'audiovisuel, c'est-à-dire de la production, pour produire, on a envie quelque part de sortir un petit peu de ces clichés-là, et de proposer quelque chose de singulier, d'un tant soit peu original. Et de facto, on sort de ces clichés. Donc, l'idée de la cabane dans les bois n'est pas forcément originale. Ce qui est original, c'est d'être allé jusqu'au bout du truc, et d'aller jusqu'au bout du bout. C'est très bien exécuté. Je spoilerai pas La cabane au fond des bois, je ferai probablement une review, même un après le film dessus, c'est très possible. Donc, voilà pour dire. Drew Goddard, c'est donc ce type qui arrive à créer des projets avec une certaine hype, et qui arrive à les tenir jusqu'au bout. C'est une vraie qualité à notre époque, encore une fois. C'est un réalisateur et un scénariste de qualité. Alors, il se trouve que je savais pas qu'il sortait un nouveau film, parce qu'il a sorti des films de manière très espacée. Je l'attendais plutôt dans des séries télé, alors j'ai pas fait gaffe. J'ai pas eu le temps de me hyper pour ce film, donc. En plus, c'est un film qui est pas très bien distribué. Alors, au moment où j'enregistre cette review, le film a coûté 30 millions de dollars, et il est quasi remboursé au box-office mondial. Mais malheureusement, il n'est pas remboursé au box-office américain. Il a fait que 17 millions pour l'instant, sur le territoire américain. Et ça, si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous savez que c'est pas bon du tout. Surtout que Goddard est envisagé pour un prochain projet de Deadpool, le film X-Force. Deadpool qui est devenu un petit peu la vache à lait de la Fox, hein. Du coup, c'est compliqué de devenir comme ça le nouveau porteur du très gros projet qui ramène plein de fric à la Fox Entertainment. Si le film précédent qu'on a fait a pas réussi à se rembourser sur le sol américain. Pour le principe, je vous rappelle le truc simple, aux États-Unis en général, on peut faire un film qui coûte plusieurs millions, 30 millions ça commence à être un joli budget, nonobstant ça reste un budget moyen, hein, pour un film de cinéma américain. Il faut comprendre que la plupart des films de cinéma avec un casting pareil que celui de Saltan à l'Hôtel Royal, en général, il a au moins 50 millions. Donc, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc, Saltan à l'Hôtel Royal est un peu en dessous. Nonobstant, on part du principe que une production américaine doit se rentabiliser sur le sol américain. C'est une sorte de certitude que se donnent les productions américaines pour ensuite faire du bénéfice à l'étranger. Rembourser le film sur le box-office mondial, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que le film n'a pas très bien marché. Ça reste encore une fois un petit film à l'échelle d'Hollywood, 30 millions c'est pas beaucoup, mais c'est pas bon signe pour Drew Goddard. J'espère que malgré tout, il va être conservé pour faire X-Force parce que je trouve qu'il fait du bon taf, aussi bien en termes de scénario que de réalisation. Mais là, vu ce qu'est en train de faire Saltan à l'Hôtel Royal au box-office américain, je pense que malheureusement, ça risque d'être compliqué. Tant mieux s'il est conservé, tant mieux. Mais il me semble que ça va être compliqué. Je ferme la parenthèse. Et je trouve ça bien dommage parce que quand on regarde le Saltan à l'Hôtel Royal, non mais attends. Pitch d'abord. On va pitcher. Ensuite, on attaquera le cœur de notre critique. En 1968, coupé littéralement en deux par la frontière entre les Nevada et la Californie, l'hôtel El Royal reçoit en son sein des individus pour le moins singuliers. Une choriste qui court le cachet,
un prêtre en chemin pour rejoindre sa congrégation, une femme sculpturale mais vulgaire dans ses propos, un vendeur de chauffage aussi loquace que misogyne. Tout ce petit groupe va, le temps d'une soirée et d'une nuit, voir son nombre croître et décroître au fil des révélations. J'en dirai pas plus, je pense que ce serait dommage de spoiler plus ce film que ça. Et ma critique risque déjà de spoiler un peu. Soyons clairs, Saltan à l'Hôtel Royal est un film tarantinien. Je mets de gros guillemets dessus. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments du cinéma de Tarantino. Le découpage en chapitres, le film est découpé notamment en chapitres qui ont le titre des nombres des chambres, entre autres, pas seulement. Le film, heureusement, a l'intelligence de décaler ça dans sa dernière partie. Il y a une multiplication de points de vue sur un même événement, c'est très 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 tarantinien ça. Les dialogues sont triviaux au possible à partir de certains moments, mais en fait, il renferme des vérités très très fortes sur le sens de l'histoire et sur ce qui se produit dans le film. Les personnages sont singuliers, voire loufoques. Alors, pour la petite parenthèse, il y a un côté 60s, une période de révolution sociale, mais aussi vestimentaire. Aujourd'hui, ça semble un petit peu clownesque, les 60s, même si dans ce film, il y a un grand respect pour les personnages. Je sais pas, je peux résumer les choses en disant simplement qu'ils pètent la classe, quoi. Ils sont tous élégants à tous les niveaux. Ils sont différents, entre guillemets, clichés des années 60. Que ce soit John Hamm en vendeur comme ça, porte à porte, la choriste qui fait un petit peu servante, le prêtre classique des années 60, très bien habillé, vous voyez, en veste noire, et ainsi de suite, ou bien le personnage joué par Dakota Johnson, Anastasia Steele, pour ceux qui connaissent 51 degrés, et aussi un peu un modèle sculptural de femme des années 70, avec le pantalon pas de def et tout. Mais c'est fait de manière très élégante, ils ont tous la classe. C'est vraiment pas c'est pas des caricatures pour se moquer, au contraire, les rend très élégants et très iconiques, je trouve. Pour revenir sur les points tarantiniens du film, la violence est crue et sèche, et le body count est assez imprévisible, mais finalement très moral. Tout ça, c'est très Tarantino. Tous les films de Tarantino sont absolument moraux. Tous. D'ailleurs, j'aurais peut-être un hors-sujet à faire sur la nécessité actuelle d'avoir des films moraux. C'est peut-être un hors-sujet un peu entre guillemets politique, mais pour le coup, ah ouais, ce serait intéressant de le faire. Et notamment le cinéma de Tarantino à cet endroit-là est assez génial, parce qu'il a cette capacité, avec des histoires qui ont tous les atouts de films très immoraux, très grand public dans le mauvais sens du terme, popcorn, avec de la violence gratuite, ainsi de suite. Et en fait, ils le sont pas du tout, mais pas du tout. Le meilleur exemple étant son dernier, au jour d'aujourd'hui, The Hateful Eight, qui a une fin juste anti-spectaculaire, entre guillemets, mais qui est moralement géniale, qui est juste moralement impeccable. J'y reviendrai donc à l'occasion, c'est un sujet en soi. De toute façon, les films de Tarantino, c'est des sujets en soi. Pour moi, quand je dis qu'un film est tarantinien, c'est un signe de qualité. Mais c'est clair que si on n'aime pas Tarantino, Saltan à l'Hôtel Royal, on risque de pas trop aimer. C'est quand même très cousin. Ça ne veut pas dire que c'est complètement un film de Tarantino, loin de là, mais c'est quand même très cousin. Donc, comme je disais, comme moi j'ai plutôt tendance à apprécier le style de Tarantino, Saltan à l'Hôtel Royal, je trouve que c'est plutôt un film de qualité. Mais Godard, je pense que si on doit faire une différence par rapport à Tarantino, notamment grâce à ce film Saltan à l'Hôtel Royal, c'est que Godard, dans son écriture, il est plus concis, peut-être que Tarantino, ou peut-être tout simplement qu'il a d'autres centres d'intérêt, parce que Tarantino, pour donner un exemple, il aime bien les scènes de danse, par exemple dans Death Proof, Boulevard de la Mort, ou dans Pulp Fiction, là où Godard appréciera plutôt les scènes de chant. D'ailleurs, scènes de chant qui sont parfaitement intégrées dans la narration, hein, où le chant a plusieurs natures. J'aime beaucoup quand un réalisateur sait mettre en avant quelque chose qu'il apprécie, donc une actrice ou un personnage qui chante, et donner plusieurs natures à ça, et pas juste le mettre pour le mettre. Par exemple, à un moment donné, le chant sert à envoûter quelqu'un. Ensuite, le chant sert à camoufler quelqu'un, quelque chose. Ensuite, il sert à libérer, à révéler quelqu'un à quelque chose. J'aime beaucoup ça, et je trouve que dans le film, ça fonctionne très très bien. C'est un signe pour moi de grande qualité d'écriture qui reste jusqu'au bout du film, de savoir donner plusieurs valeurs à un même élément dans la narration.
Je disais donc que par rapport à Tarantino, Godard il est plus concis, Drew Goddard est plus concis. Oui, je fais une petite parenthèse sur Tarantino. Non, je vais expliquer plutôt Godard. Drew Goddard est plus concis parce que c'est un personnage. Ces personnages parlent de choses triviales, certes, mais finalement l'intrigue est plus présente et centrale. Là où Tarantino aime faire des détours, voire quitter pragmatiquement l'intrigue pour des blagues ou des scènes spectaculaires ou choquantes, alors qu'en fait, ce sont toujours dans la trivialité qu'il approfondit les sujets de ses films, donc dans ces scènes qui sont a priori sans intérêt. Et du coup, c'est deux réalisateurs très très différents sur ce fond. C'est deux scénaristes-réalisateurs qui sont donc un peu même opposés là-dessus, j'ai envie de dire, presque. On va dire que si on taxe Drew Goddard avec Saltan à l'Aile Royale de faire du petit Tarantino, je peux l'entendre. Je pense que c'est faux. Je pense vraiment que le film a un rythme, un ton qui est à lui et qui ressemble pas à du Tarantino, mais je pourrais entendre qu'on fasse cette critique-là. Notamment à cause du casting très riche. Ça aussi, c'est un signe des films de Tarantino. On a 7-8 acteurs et c'est tous des acteurs connus qui proposent des performances très intéressantes, voire relativement singulières, alors toute proportion gardée. Je reviendrai dessus après. Du coup, on a un film qui sait prendre son temps, mais qui est efficace, je trouve. Là où Tarantino, des fois, ça devient un peu du grand blabla. J'ai entendu une critique, notamment des critiques sur The Hateful Eight, qui pointait vraiment le fait que les personnages, des fois, se posent et discutent, et que ça devient par moments très lourd, pour peu qu'on n'accroche pas au sujet ou à la performance des acteurs. Et c'est vrai, Tarantino a tendance à vouloir donner beaucoup à jouer aux acteurs. Du coup, c'est très présent dans ses films, et ça lui permet de faire ce rythme assez étrange, où les personnages parlent et dialoguent et se contredisent, ainsi de suite, se renvoient la balle. Côté dialogue comique constamment présent chez Tarantino, et de plus en plus présent l'âge avançant d'ailleurs dans ses films. Mais en l'occurrence, je trouve qu'il manie tellement bien la tension de sa narration grâce à ça que ça ne pose aucun problème. Mais j'entends qu'on puisse être, entre guillemets, saoulé de ça, pour peu qu'on soit un peu regardant sur le fait qu'un film doit être en mouvement à un moment donné. Chez Tarantino, par moments, ça devient limite du café-théâtre. Mais je reviendrai sur des critiques de Tarantino plus précisément. Comme je disais donc, du coup, le film, c'est un film qui sait prendre son temps, mais qui est efficace, notamment parce qu'on a le droit, on a des flashbacks, des tableaux et des décors, un décor unique, qui est utilisé au maximum, le décor de l'hôtel, on le voit sous toutes les coutures. On a aussi des punchlines, ou plutôt des dialogues forts entre les personnages. Les personnages sont charismatiques, et tous ces éléments ensemble, ça dynamise énormément la narration de ce film, qui finalement dure 2 heures, mais est très agréable à suivre et a l'air de glisser, je trouve, très, très aisément. Et en plus, comme je disais avant, on a un casting riche et excellent, avec des personnages qui sont écrits pour les acteurs, clairement. On a John Hamm, l'acteur notamment de... j'ai oublié le nom de la série ici, Mad Men, qui joue un misogyne des 60s élégant et carnassier. Alors est-ce que c'est original? Non, parce que dans Mad Men, visiblement, il avait un rôle similaire. Nonobstant, il le joue très très bien. On a Jeff Bridges en vieux prêtre fourbe. On l'a déjà vu dans des rôles comme ça, mais il est excellent. Si vous l'avez jamais vu dans True Grit notamment, on a des choses très similaires. Enfin voilà quoi. C'est le genre de personnage que Bridges joue beaucoup ces derniers temps. On a Dakota Johnson, donc je disais Anastasia Gray, qui est excellente en mystérieuse, élégante et cash. Comme ça, je trouve que ça marche très très bien. Bref, on a un casting très solide et tous inspirés. Tous les acteurs sont inspirés par les personnages. Ça se sent. Et ça fait beaucoup de bien au film, ça donne énormément de dynamisme tout de suite. Ça se sent quand les acteurs se sentent proches de leur personnage, ou tout du moins qu'ils ont envie de jouer ces personnages et qu'ils ont envie de les jouer à fond. J'en donne pour exemple le plus flagrant, Dakota Johnson, que j'avais vu essentiellement dans les 50 Shades of Grey, et qui là propose vraiment quelque chose d'intéressant dans son interprétation et dans son acting. Alors vous allez me dire que c'est pas difficile, parce que 50 Shades of Grey ça reste très, très limité, certes, mais il faut savoir le jouer, et je trouve qu'elle arrive à avoir une vraie intensité dans son personnage, une force comme ça, une sécheresse aussi dans ses actes qui fonctionne bien, qui paraît tout de suite vraisemblable. Ça prouve que c'est une actrice qui est peut-être à un moment donné à suivre et qui aura peut-être des choses à proposer intéressantes dans de prochains films. On verra, faut voir le film qu'elle se choisit, et ainsi de suite. On verra à l'avenir, mais je trouve que pour le coup dans ce film-là, elle est très bien. Et ce casting, on va dire, de vieux briscards, de gens qui connaissent déjà le métier, est accompagné par des jeunes acteurs nouveaux, et tous excellents sans exception. On a Cynthia Erivo, qui joue donc la choriste, qui est excellente en chanteuse sans le sou et désenchantée, qui est vraiment très très bien. On a Kylie Spiney, alors je sais pas comment ça se dit,
ouais, je veux dire Kylie Spahani, qui est excellente en jeune mélancolique perdue. Je l'ai découvert dans ce film-là, j'avais pas vu d'autres films où elle était avant, et elle est très très bien aussi. Et on a Lewis Pullman, excellent en concierge timide et dépassé par les événements. Trois acteurs que je connaissais pas, mais qui prouvent que Godard a un œil pour dénicher et faire de bien jouer les acteurs. Je prendrai l'exemple dans La cabane au fond des bois de Kristen Connolly, qui a finalement joué un rôle très important dans la série House of Cards. Elle est notamment la petite amie de Peter Russo, pour ceux qui connaissent la série, et elle joue très bien dans House of Cards. Et on avait aussi Fran Kranz, qui avait un rôle étonnant, qui au départ paraissait être un cliché de slasher, et qui le dépasse vraiment complètement jusqu'à la fin. Bref, il a ce talent-là, Andrew Goddard, et là, pour le coup, c'est encore une fois le cas avec Cynthia Erivo, Kylie Spahani et Lewis Pullman. J'allais oublier, dans le casting des vieux briscards, j'allais oublier Chris Hemsworth, qui prouve encore que hors des films Thor, des films qui sont inégaux, tout simplement, je dis pas que c'est mauvais forcément et que je joue mal Thor, bien au contraire. Vous pouvez voir ma critique sur la trilogie pour avoir mon point de vue là-dessus. Chris Hemsworth, donc, qui est un acteur très intéressant quand il est bien dirigé, et encore une fois dans ce film, il le prouve. C'est clair que le film joue beaucoup sur sa plastique, sur le fait qu'il a un corps de dieu grec, tout simplement. Mais je trouve que ça correspond au personnage et que Chris Hemsworth n'en abuse pas, c'est exactement ce que le personnage est. C'est très très bien écrit et on voit vraiment Chris Hemsworth prendre du plaisir à être ce personnage horrible. Vous verrez, je vous laisse découvrir sans spoiler. On a donc un réalisateur qui est vraiment au niveau. Une réalisation qui est vraiment au niveau de ce casting et de cette hype, de ce pitch de départ qui est assez, qui peut être assez fun. Depuis les films de Tarantino, on sait que ça peut donner très bien ce genre de film, notamment. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est l'arrivée du personnage de Billy Lee, avec une plongée littérale sur le sable, avec des traces de pas, puis la silhouette du personnage, puis le personnage de dessus qui marche dans les mêmes traces, avant de rejoindre la jeune fille qui est assise sur la plage avec ses bottes. Et là, on voit le point de vue de la jeune fille sur lui, et lui, Billy Lee, est en contre-jour, littéralement dans le soleil, donc une image quasi christique. Plan iconique qui est superbe et élégant, et qui donne beaucoup de poids et de force au point de vue des différents personnages. Est-ce que c'est subtil ? Non. Est-ce que c'est réalisé de manière subtile ? Oui, absolument. C'est bien amené, on n'insiste pas bêtement, et on comprend tout de suite le rapport de manipulation que les deux personnages vont avoir ensemble. C'est très très fort. C'est vraiment un signe de grande qualité de réalisation quand on arrive à transformer une idée d'écriture comme ça en deux plans très forts qui vont parfaitement rythmer un échange de chant contre chant finalement assez classique. Mais comme les personnages sont dans un rapport de manipulation, ça fonctionne bien aussi. Ça rend la chose évidente et en même temps, c'est subtilement montré. On a aussi la scène de l'exécution au fusil qui est graphique et qui est enrichie par chaque point de vue que sur la même scène. On voit la scène grosso modo de face par le point de vue du meurtrier. On a la scène de dos vue par le témoin. Et on a une scène, le même séquence vue au sol, vue par plus ou moins un complice. À chaque fois, c'est brillant et c'est juste en termes de sens. Chacun des personnages, là où il est situé, a entre guillemets un point de vue qui lui correspond bien en termes de sens. C'est pas seulement un point de vue parce que c'est un point de vue pragmatique, c'est un point de vue sur ce qu'ils sont et ce qu'ils vont devenir. C'est très très intéressant et ça marche très bien. Il y a aussi le premier plan du film qui est grosso modo la planque de l'argent du casse. On a plusieurs plans de même valeur, un plan moyen où on voit toute la chambre qui prend tout l'écran. Qui donc remplit le cadre. On a les personnages qui sont donc en pied dans le plan. Et on voit le corps en entier de l'acteur donc. Et le temps se découpe avec la transformation successive de la chambre qui est déjà assez spectaculaire. On a du démontage carrément jusqu'à la fin de la séquence qui est sèche et nette. C'est brillant et encore une fois, et ça prend son temps pour introduire l'importance de la chambre, de l'hôtel, de la nature de ce qui va se dérouler dans la séquence et dans le film, et du ton général du film qui oscillera toujours entre lenteur élégante et dense, et qui sait prendre son temps, et violence brutale et passionnelle qui détruit et marque visuellement. C'est vraiment brillant en termes de réalisation de ce film. C'est un film brillant. Si on rajoute à ça en plus une BO qui est excellente aussi, 60s mais très reconnaissable pour notre époque, la plupart des morceaux on les connaît,
et ben on obtient probablement un des meilleurs films actuels. Ouais. Je sais que je suis un peu dithyrambique, mais là pour le coup je vois pas trop ce qu'on peut reprocher à Saltan à l'Hôtel El Royal. Oui, alors allez, on va entre guillemets chercher la petite bête de mon point de vue. C'est clair que le casting n'est pas original. Jeff Bridges fait du Jeff Bridges. Il y a juste Dakota Johnson qui fait du nouveau, mais après 50 Shades of Grey, c'était difficile de faire quelque chose de moins intéressant, il me semble. Après, n'hésitez pas à me tuer dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais il me semble qu'elle n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, entre guillemets, en termes de jeu d'acteur dans 50 Shades of Grey, surtout quand on voit le développement du personnage dans les 3 films. Comment dire, Chris Hemsworth, on joue beaucoup sur sa plastique et sa manière de jouer un peu éthérée comme ça, donc il n'a pas inventé quelque chose, mais le personnage lui correspond. John Hamm, un misogyne des années 60, ben, ça vient de la série Mad Men. Voilà, on est d'accord sur le fait que... Je suis d'accord sur le fait que c'est pas une utilisation de nouvelles acteurs, Jeff Bridges en vieux, qui bouffe ses mots, voilà, enfin, il n'y a pas de surprise là-dedans. Mais je trouve que c'est une critique qui tiendrait la route si le film était cliché et qu'il était, entre guillemets, qui dépassait pas ses clichés. Au contraire, chacun des personnages finissent par révéler des tourments et des choses complexes. Ils ont un vrai trajet, une vraie transformation dans l'histoire qui fonctionne, qui est impactante, qui est émotionnellement forte, je trouve. Et ça, c'est fort quand on a 5-6 personnages à mener d'un point A à un point B dans le film et qu'on y arrive. Ils prennent tous une certaine valeur, même ceux qui meurent un peu plus tôt dans le film. C'est très intéressant, et ça, c'est... Même si j'entends la critique, et que c'est clairement pas un signe d'originalité de faire ça, j'opposerai à ça les 3 acteurs finalement très peu connus dont j'ai parlé avant, que ce soit Cynthia Erivo, Lewis Pullman ou Kyle Spiney, qui amènent énormément de densité à l'histoire en n'étant pas forcément des acteurs connus. Donc j'entends la critique, mais j'inverse le truc. Ces 3 personnages importants dans l'histoire, très importants même dans l'histoire, qui au final vont... excusez-moi pour ce mini-spoil, mais qui vont en même temps... qui prouvent que Drew Goddard est vraiment doué pour diriger des acteurs et écrire des personnages intéressants pour des acteurs. Donc j'entends, oui, il y a un petit côté auto-guidage avec le reste des acteurs, ils font un peu ce qu'ils savent faire, mais quand c'est bien utilisé et que l'histoire est bonne, je vois pas le problème. Vraiment pas. L'autre critique que je pourrais entendre sur le film, c'est que c'est un peu de la repompe de Tarantino. Si c'est de la bonne repompe, encore une fois, je m'en fiche. Tant pis, tant mieux. Si c'est du Tarantino bien repris, qu'est-ce qu'on s'en fiche que de savoir que c'est du Tarantino ? Tarantino est le premier à voler plein d'idées à plein d'autres réalisateurs avant de faire ses films. Il en fait un nouveau mix original et c'est clair qu'il a un ton maintenant qui lui appartient. Nonobstant, lui aussi c'est un copieur. Donc je vois pas pourquoi, si Drew Goddard a réellement voulu copier Tarantino, je vois pas le problème, c'est bien fait, c'est du bon taf. Et une des dernières critiques que je peux envisager sur ce film aussi, c'est on va dire la densité morale du film. Mais là, je peux pas l'aborder sans faire une partie spoiler, donc je reviendrai dessus. Enfin, pour moi, je vais être clair, Saltan à l'Hôtel Royal, c'est un film à voir, à aller au cinéma voir ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. C'est un excellent film, ça fait plaisir de voir ça au cinéma. Et du coup, j'en suis malheureux parce que le film cartonne pas. Du coup, il y a peu de chances qu'on lui propose des budgets plus... Je sais pas s'il va pouvoir continuer à être sur le projet X-Force dans de bonnes conditions, surtout parce que s'il ramène énormément d'argent avec ses films perso, bah c'est toujours plus facile de faire un blockbuster en disant « Vogel, le dernier film, il a cartonné, je sais ce que je fais ». Non, là, ça va être plutôt la production qui va lui en mettre plein la gueule. Donc j'espère que Fox va pas lui pourrir la vie sur X-Force. J'aurais préféré qu'il fasse un film avec Marvel Studios, pour le coup, qui ont plus... Ils sont plus intelligents là-dessus, en termes de travail avec leurs réalisateurs. Bref, c'est un peu dommage ça. Je pense pas que c'est pour tout de suite les gros projets pour Goddard, où Goddard pourra faire un peu ce qu'il veut et mener son écriture et sa réalisation au bout, et pourtant il est bon pour ça, donc c'est un peu dommage. Parce qu'encore une fois, Saltan à l'Hôtel Royal, c'est vraiment très très bon. C'est un excellent film. Je pense vraiment que c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma, à aller le voir au cinoche. Je vais faire une partie spoiler, donc je vous remercie tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vous n'avez pas le droit d'écouter cette partie spoiler si vous n'avez pas vu ce film, ce serait vraiment dommage. Mais je vous remercie d'avoir écouté malgré tout. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker comme vous voulez, mais surtout dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui m'intéresse, c'est vos commentaires, les likes, les partages, tout ça, c'est sympa. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, ça m'intéresse énormément. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de HO. Les autres qui ont eu l'intelligence
d'aller au cinéma et de voir Saltan à l'Hôtel El Royal, vous avez mérité une partie spoiler. Oui, vous l'avez mérité, parce que c'est un bon film et que vous avez soutenu un bon film. Alors vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais du coup je vais m'expliquer un peu dans cette partie spoiler. Je disais donc qu'une des choses qu'on peut critiquer vraiment beaucoup dans la partie spoiler, encore une fois, si vous n'avez pas vu le film, voyez-le avant. Ce serait dommage. Maintenant c'est trop tard, vous auriez mieux fait d'arrêter avant. Donc, je disais qu'il y a une partie morale assez sombre dans Saltan à l'Hôtel Royal. D'un côté, non. La fin est très morale. Si on regarde les choses telles que le film se déroule, les personnages qui s'en sortent vivants, donc la choriste et le prêtre, le faux prêtre, hein, donc, le criminel, finalement, elle est peut-être le personnage qui a le moins à se reprocher. Elle essayait juste de fuir, elle veut tuer personne, et elle tombe sur cette opportunité de gagner de l'argent avec le mec qui avait monté le casse. Donc, et elle est dans les années 60. C'est une black, une choriste, et on comprend qu'elle a été manipulée, et qu'on a un peu abusé d'elle. Donc c'est quelqu'un qui a un peu, qu'est-ce que je raconte, qu'elle a clairement été abusée sexuellement par un de ses producteurs et que ça a mené à rien. Hein. C'est dit indirectement dans le film. Elle serait pas là dans ce motel à chercher à courir les cachets de chanteuse si le producteur que l'on voit très sournoisement lui mettre la pression. D'ailleurs, il est joué par Xavier Dolan qui joue très très bien. Hein, Xavier Dolan, le réalisateur, et ainsi de suite. Hein. J'en ai pas parlé avant, mais il est très bon d'ailleurs dans cette séquence. Il joue très très bien. Réalisateur que j'ai pas vu beaucoup de ses films, donc je ferme ma bouche, hein, je vais dire n'importe quoi sur lui. J'ai juste vu Mommy, de lui qui est très intéressant d'ailleurs, et qui pour le coup est un excellent acteur, hein, il joue très bien dans cette séquence. Bref, donc cette perversion, cette manipulation dont elle a été victime, et donc elle n'a finalement obtenu aucun fruit, donc c'est quelqu'un de blessé, qui est dans la merde tout simplement parce que voilà, elle n'arrive pas à se sortir de son petit job de chanteuse et qu'il trouve une opportunité de s'en sortir. Du coup, le fait qu'elle s'en sorte à la fin, c'est plutôt juste. Elle n'a pas fait grand chose pour mériter d'être, entre guillemets, dans cette situation-là, dans visiblement une époque où on a encore une grande propension au racisme et au sexisme très fortement. Du coup, la voir, entre guillemets, gagner est moralement juste. C'est quelqu'un qui est doublement discriminé, parce qu'elle est black et parce que c'est une femme. Et qui est en plus dans un milieu discriminant, le milieu artistique et la chanson populaire en plus. Et en plus, c'est vraiment inadmissible, puisque c'est une excellente chanteuse, elle a une très belle voix. En tout cas, je trouve qu'elle a une très belle voix. Quoi qu'il en soit, l'avoir gagnée, elle, est assez évident. Je dis pas que c'est forcément une grande surprise à la fin, mais c'est moralement juste, c'est ça qui est intéressant. Et le fait que le prêtre s'en sorte, alors que lui-même a fait un casse, et que ce casse a coûté la vie à son frère, et à d'autres personnes à cause de cet argent, c'est intéressant parce qu'il a Alzheimer, c'est-à-dire qu'il va pas profiter visiblement longtemps de son argent. Il va en profiter un peu, et il n'en a plus pour très longtemps. Donc s'il y a un côté comme ça, très moral, finalement son casse lui a apporté beaucoup plus d'emmerde qu'autre chose, il a fait beaucoup de prison, et en sortant de prison, il a chopé Alzheimer, et là, une fois qu'il a l'argent, il aura même pas 6 mois pour en profiter. Ça aussi, c'est très moral. Et c'est très juste. Et le fait que, par exemple, le personnage de Lewis Pullman, donc du concierge, que l'on découvre à la fin donc comme étant un soldat sniper absolument redoutable, le fait qu'il se fasse tuer de manière violente vient du fait que même si il a tué sous les ordres à l'armée, il a tué. Il a tué beaucoup, beaucoup trop avant de se rendre compte que moralement ça n'allait pas. Et en plus, il a été complice de violence sur des êtres humains, mais aussi sur des animaux, quand il a bossé à l'Île Royale. C'est presque pire ce qu'il a fait à l'Hôtel Royal, ça qui est paradoxal, qui est très, 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 très ambigu moralement. Du coup, le fait qu'il meure est logique. Ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas d'être absous, puisqu'il regrette vraiment. Et du coup, le fait qu'il soit absous aussi par un faux prêtre est très intéressant. Ça parle aussi du fait qu'il peut pas être tout à fait absous, qu'il mérite quelque part ce qui lui arrive, même si c'est violent, et qu'il lui tient de manière sèche par donc le personnage de la... j'ai envie de dire de la manipulée, qui a donc pété les plombs, qui est joué par Kylie Spine. Du coup, je trouve qu'on a rarement des fins comme ça où c'est moralement aussi bien géré, alors qu'on part avec des personnages très larges, et on est à une époque aussi où quand on a des films comme ça finit parfois un peu n'importe comment, sous prétexte d'être original ou de proposer un nouveau film de jeu de massacre. Je trouve qu'à cet endroit-là, Saltan à l'Hôtel Royal a une base morale qui est assez inattaquable, et c'est important. C'est important à notre époque d'essayer d'avoir
encore une certaine ligne morale et de pas essayer de surprendre pour surprendre, de faire de la hype pour de la hype ou de faire des fins surprenantes pour des fins surprenantes. Faut qu'il y ait quelque chose à dire derrière. Faut arrêter d'être dans des creux ou des vides. Je pense que ça fait pas du bien au dialogue entre les gens et à l'échange au niveau sur les œuvres artistiques. Et là, en l'occurrence, cette morale-là, elle me paraît assez inattaquable. Les gens ont ce qu'ils méritent, entre guillemets. On pourrait revenir sur le personnage de la sœur qui est joué par Dakota Johnson et qui se fait tuer de manière froide, exécutée de manière froide, sous les yeux de sa sœur. Mais elle-même, quand elle tue John Hamm, plutôt, qui était finalement quelqu'un de bien et qui voulait simplement sauver quelqu'un, elle franchit le point de non-retour, entre guillemets. C'est quelqu'un qui, clairement, pour des raisons nobles, sauver sa sœur qui a été embrigadée par un gourou, fait des choses, va trop loin dans sa manière de vouloir faire les choses. Même si, encore une fois, dans les 60s, en étant une femme, on comprend pourquoi elle a pu en arriver là. Mais du coup, c'est là où je voulais en venir aussi. C'est un film qui est moralement complexe, assez noir. Le concierge, donc, comme j'ai dit, est un complice de violences sur animaux. La jeune fille endoctrinée laisse mourir sa sœur sous ses yeux froidement. Ce qui est d'ailleurs une scène vraiment, je trouve, assez dérangeante, presque flippante. Il y a un côté... C'est un film qui n'hésite pas à montrer le côté noir de notre monde, puisque visiblement ce qui se passe à l'Hôtel El Royal est très 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 sale et très immoral. Et ça fait du bien, je trouve, d'avoir un film qui a une fin très morale, mais qui sait aller dans les recoins et la noirceur de notre époque. Je pourrais aussi entendre une critique qui a été émise et que je trouve intéressante sur le fait que visiblement il y a toute une intrigue autour d'une pellicule où un personnage politique aurait été vu en train de visiblement tromper sa compagne avec une autre femme, et le personnage choisit finalement de brûler cette pellicule et de faire disparaître ça pour conserver l'image du personnage politique ou important. C'est discutable, c'est très discutable, c'est ce besoin de maintenir les mythes. Je peux entendre qu'on se dise c'est un point de vue assez, entre guillemets, naïf, on veut encore construire des mythes sur des gens qui ne le mériteraient pas, entre guillemets, ou donner une certaine forme d'angélisme à des personnes qui ne le sont pas, et le film envoie à cet endroit-là un message discutable politiquement. Je l'entends. Mais j'entends aussi, même si je suis plutôt d'accord d'ailleurs sur cette critique, j'aurais préféré que les personnages gardent cette pellicule en mode et si on l'utilisait un jour, pourquoi pas essayer de changer des choses, pourquoi pas essayer d'aller au-delà, le casse de garder l'argent du casse, de réussir un casse entre guillemets. Mais déjà de 1, je trouve que ça n'aurait pas correspondu au personnage de choisir d'un seul coup un combat politique, alors que c'est visiblement des gens qui fuient un monde qui les a discriminés d'une manière ou d'une autre, alors pas dans le cas de Jeff Bridges, mais plutôt dans le cas de la choriste, mais qui de l'autre, et dans le cas de Jeff Bridges, du prêtre, comme il a Alzheimer, on comprend aussi qu'il ait besoin il va pas passer 6 mois à mener un combat politique, donc ça, vous voyez ce que je veux dire, c'était cohérent de la part d'elle de partir avec de l'argent volé et de changer sa vie une bonne fois pour toutes. Elle n'allait pas se remettre dans des problèmes où on allait de nouveau se confronter à de la discrimination à tous les niveaux, surtout qu'elle n'est pas engagée politiquement, c'est pas la nature du personnage, et c'est eux qui s'en sortent vivants. Donc, c'est un peu cohérent de ne pas avoir, d'avoir ce réflexe de jeter la pellicule et dire tant pis, laissons les mythes être les mythes. Finalement, c'est pas un combat qui est à notre niveau. Et ça, je trouve que ça tient la route. Mais j'entends aussi le discours inverse qui dit que le film à cet endroit-là est assez vain. Au final, c'est juste une histoire compliquée de personnes qui réussissent un casse au final et qui arrivent à se payer une autre vie parce qu'ils la méritent, parce qu'ils ont subi des choses, mais au final, c'est un peu compliqué juste pour dire ça. Et j'entends ça en termes de conclusion, je peux l'entendre. Mais je trouve que le film est trop noir, trop complexe moralement et trop ambigu pour qu'on puisse me dire que le message de fin couvre tout le film. Comme je disais, il se passe des choses sales à l'Hôtel El Royal. Le passé du personnage de Billy Lee, notamment des deux sœurs avec Billy Lee, c'est vraiment glauque. C'est vraiment un côté horrible de cette période-là, et qui existe encore de nos jours, ces fameux gourous qui manipulent les gens, qui leur lavent le cerveau, notamment aux plus jeunes. C'est terrifiant à quel point c'est efficace. Là aussi, le film fait jamais demi-tour. La jeune fille regarde sa sœur mourir devant ses yeux, et elle pleure la mort du gourou de manière complètement hystérique. Donc tout ça, c'est très hard. Ça fait de Saltan à l'Hôtel Royal un film qui est
qui est pas facile finalement à recevoir moralement. C'est un film bien fait. Peut-être une dernière différence que je mettrais avec Tarantino, c'est que ça a un côté cool, mais ça n'est pas pour autant un film confortable. C'est un film agréable à suivre, mais c'est pas un film confortable. Là où Tarantino, des fois, ça devient confortable. Si je dois prendre Django, la violence, à un moment donné, devient complètement confortable et supportable, notamment parce que c'est un de ses films les plus évidents. Django va chercher sa copine, il y a de la tension, on ne sait pas s'il va y arriver, mais finalement, il y arrive. Donc, c'est un film de super-héros assez simple dans le déroulement et dans la conclusion. Et ça, c'est un peu... ça amoindrit pas mal ces films, en fait. Tandis que là, on a vraiment ce truc d'une bonne fin, mais qui passe par tout un trajet et toute une histoire qui mêle des choses très complexes, très violentes, très noires de notre époque. Bref, est-ce que c'est pas un petit chef-d'œuvre ce film ? Je sais pas, je pourrais pas dire encore actuellement. Mais en tout cas, je vous félicite de l'avoir vu, et c'était mon point de vue sur cette ambiguïté un peu de ce film, que je trouve décidément excellent. Et je vous remercie du coup, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute. Allez voir d'autres films comme Saltan à l'Hôtel El Royal et j'en parlerai de toute façon. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la série à chaud. Merci les amis, à bientôt. Ciao ciao.